Vendredi 26 septembre 2014, c'est l'heure de la grande édition sur BioOne Télévision. Les titres, le reflet de Kinshasa en cliché, une exposition photographique s'est déroulée non loin de l'Académie des Beaux-Arts sur le rail, réalisation de l'artiste plasticienne Julie Luvungu dans le cœur, bat aussi pour la photographie. Le paysage médiatique est en ébullition. L'abbé président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a été démis de son perchoir par l'Assemblée plénière qui l'a remplacé par Jean Bosco Christophe Tito Ndombi. Et enfin, des électeurs se rendront l'année prochaine aux urnes pour les votes des municipales, urbaines et locales, tel le chef de l'État à la tribune des Nations Unies, discours dans lequel a été souligné l'expertise de la RDC sur Ebola, analyse et décryptage tout de suite dans ce journal avec un invité. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Je le disais tout à l'heure, l'année 2015 en République démocratique du Congo sera électorale avec la tenue des municipales, urbaines et locales telles que confirmées hier du haut de la tribune de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies par le Chabila. En même temps, fait allusion aux efforts qu'il déploie pour moderniser la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre un extrait. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de dire que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Un pays dont l'économie est l'une de plus dynamique du continent, qu'un taux d'inflation proche de zéro, un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine depuis près d'une décennie et de réserves de change en constante augmentation. Un pays en pleine reconstruction où routes, écoles, hôpitaux, infrastructures diverses sont construites en nombre et à un rythme sans précédent. Sur le plan politique, la consolidation de la démocratie et la cohésion nationale demeurent nos objectifs prioritaires. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente, à savoir la Commission électorale nationale indépendante. Je le disais tout à l'heure, nous recevons l'ambassadeur Atundu Liongo, communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue sur ce plateau. Alors personnellement, est-ce que vous attendez à ce que le président de la République évoque la question de la tenue des élections selon le calendrier prévu lors de son discours? Vu l'impact de la situation au Congo, dans le cadre de la paix régionale, il était tout indiqué que le président évoqua la situation interne, particulièrement le défi des élections. Et donc c'est bien fait, ça a complété le tableau d'un pays où le leadership est serein face aux enjeux et aux défis futurs. Et est-ce que c'est un signal fort par rapport à ceux qui doutaient ou ont-ils tort? Par exemple, au niveau interne, ceux qui craignaient qu'il y ait un non-respect du calendrier électoral? C'est un signal fort. Et je dirais que sur le plan interne, ça ne devait pas étonner parce que le président n'a jamais renié sa détermination à exécuter les défis et les enjeux nationaux, notamment les élections, selon le calendrier d'une institution compétente, en l'occurrence la CENI. Est-ce que d'une manière générale, le chef de l'État a répondu aux attentes de ceux qui attendaient son discours? Je pense que c'est un grand discours. Il est dense. En peu de temps, il a ramassé beaucoup de choses. Il est intense.
dans ce sens qu'il a profondément parlé des choses évoquées, et enfin il est pertinent dans son approche des problèmes et des solutions proposées. Et sur le plan, je dirais, de communication, il a envoyé un message fort. C'est l'image d'un pays debout, comme il a dit, et prêt à jouer son rôle dans le monde et particulièrement dans la sous-région. Alors Léon Atundu, on revient à vous tout à l'heure, le temps de prendre... Merci de nous corriger. Je vous prends tout à l'heure. Il est temps pour nous de poursuivre ce journal, toujours en rapport avec les discours du chef de l'État qui a offert à la communauté internationale la possibilité de combattre la maladie à virus Ebola grâce à l'expertise dont détient la RDC en la matière. Une structure des formations à caractère international sera mise sur pied en République démocratique du Congo en vue de permettre de familiariser avec les soins administrés à cet effet. On l'écoute. Quant à la République démocratique du Congo, touchée pour la 7e fois, elle a non seulement réussi à contenir cette nouvelle épidémie là où elle avait éclaté, dans le territoire de Boendé, dans la province de l'Équateur, et son concours à la lutte contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, qu'elle a pratiquement maîtrisé la situation sur son territoire, la République démocratique du Congo est prête à envoyer de nouveau ses experts dans les autres pays affectés. Je saisis cette occasion pour annoncer du haut de cette tribune que forte de plus de 30 ans dans la gestion des épidémies d'Ebola, la République démocratique du Congo va mettre en place, dès le mois d'octobre prochain, des centres de formation pluridisciplinaires pour former un personnel de santé à même de répondre en qualité et en quantité aux besoins des pays africains qui sont ou seraient à l'avenir touchés par ce type d'épidémie. Alors, c'est quand même un point positif, l'apport de la RDC dans le domaine de la lutte contre l'Ebola. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est même plus qu'un point positif. Le président a posé là le paradigme, le nouveau paradigme congolais, c'est-à-dire un partenaire solidaire et pas seulement un partenaire demandeur de solidarité. Ça, c'est nouveau, et pour l'image du pays, et pour la dignité, la fierté du Congolais, pourquoi pas. La proposition de Joseph Kabila d'octroyer un siège à l'Afrique au Conseil des sécurités était très applaudie dans la salle. Dites-nous concrètement à quel État on pense. Ça ne serait pas l'Union africaine, bien sûr. Et puis, est-ce qu'on a pensé à une réforme globale au niveau de l'Afrique ? Oui, sujet, j'allais dire, lancinant, qui dure depuis un certain temps. La réforme de la structure dirigeante ou décisionnelle des Nations Unies. La présence au sein du Conseil permanent des États qui représentent, et le président a donné d'ailleurs les motivations, n'est-ce pas, nous 5 pays à forte économie, nous représentons une solution aux grands problèmes de l'humanité qui peuvent déboucher sur un conflit aujourd'hui, que ce soit l'eau douce, que ce soit l'électricité, que ce soit le changement climatique. Et donc, tout ceci milite pour un aggiornamento du Conseil de sécurité en incluant des éléments nouveaux et pas seulement hérités de la guerre. Et sur le plan, la RDC ne réclame-t-elle pas ces forêts stratégiques auprès de la communauté internationale qui ne sont pas exploitées? Non, il y a eu, vous vous souvenez, avant l'ouverture de l'Assemblée, la 69e Assemblée, il y a eu une réunion sur le climat. Et là, la République a été félicitée pour ses efforts, et je crois savoir que le ministre Samputu est en train de mener des négociations pour que nous soyons correctement rétribués pour les efforts que nous faisons pour le changement climatique. D'une manière globale, peut-on dire que la communication a été
été assez bonne par rapport à la RDC. Ah oui, absolument. Je dis pas assez bonne. La communication a été parfaite. Parce que l'image que le chef de l'État veut donner et a donné, c'est l'image d'un pays debout. Un pays debout, c'est-à-dire capable les défis avec sérénité, prêt à donner sa solidarité aux États qui en ont besoin, et enfin prêt à jouer son rôle dans le monde, que ce soit sur le plan du terrorisme, que ce soit sur le plan des guerres civiles, comme en Alain Atoundou. Alain Atoundou, j'espère que cette fois-ci ça a été la bonne. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir et merci pour cette analyse sur les discours du chef de l'État du haut de la tribune de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce journal se poursuit. Sachez que le Comité national de coordination Ebola a annoncé aujourd'hui la détection des 2 nouveaux cas, toujours à Djira, dans la province de l'Équateur. Reportage Patricia Panzou. Encore 2 nouveaux cas d'Ebola à Djira dans la province de l'Équateur. Les statistiques de l'évolution de cette maladie ont été livrées ce vendredi par le coordonnateur du Comité national de coordination de la maladie à virus Ebola. En plus des journalistes, les délégations des institutions universitaires de la capitale étaient également conviées à cette rencontre. Ces nouveaux cas détectés relancent de plus belle la lutte menée par le gouvernement congolais et ses partenaires. 42. Et important à noter que parmi ces 42 décès, nous avons 16 décès survenus après que la personne ait eu un test de laboratoire. Des victimes entre ces décès, nous comptons 8 personnels de santé ou agents de santé qui sont tombés pendant cette épidémie jusqu'à ce jour. L'épidémie, le tout dernier changement est survenu en date du 24 avec la détection de 2 nouveaux cas testés positifs. Cela donc a relancé nos travaux, ça a relancé tout le dispositif en vue de remettre les gens sur un ratissage plus large, un ratissage qui couvrira dès maintenant une zone plus importante que celle qui était la nôtre au départ, celle qui jouxte ou qui est environnante à l'épicentre qui est le ministère de la Santé, en partenariat avec l'ONG Sea Change, veulent, à travers ces rencontres hebdomadaires, informer la communauté que le respect strict des règles d'hygiène reste le seul moyen efficace afin d'éviter Ebola. Et sachez que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a eu ce matin des échanges avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Grande-Bretagne autour des avancées réalisées par la centrale électorale qui a besoin des financements et expertise extérieure. Bibi Chungoua. Les élections, un rendez-vous important attendu de tous civils d'asseoir la démocratie. Soucieuse de la réussite de ce rendez-vous, la centrale électorale ratisse large. Le président de cet organe d'appui à la démocratie vient d'échanger avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Grande-Bretagne sur la tenue des élections, les avancées enregistrées et même les soutiens de la communauté internationale. Que les élections de ce pays sont de grande importance pour toute la communauté internationale. Les avances qui ont lieu dans cette région, dans ce pays, sont clés pour le continent. Et nous voulons accompagner la RDC dans ce processus. Et l'apport de façon systématique de votre pays. Oui, on parle de ça. Il y a l'Union européenne, il y a les Nations Unies qui ont une... La Grande-Bretagne, un partenaire aussi important dans l'accompagnement du processus électoral, est très impliquée autant que d'autres dans le comité de partenariat
Occasion pour le président de la CENI de réitérer ce remerciement tout en signifiant les efforts à fournir au niveau national et ceux qui se font déjà au niveau de la communauté internationale. Nous savons combien soutenu le processus électoral en 2006 à travers aussi le programme de gouvernance du processus électoral en 2011 et comment il est très impliqué aussi dans le comité de partenariat. Mais maintenant, je pense que les différents projets, nous en avons déjà discuté avec tous les partenaires. Il y a des efforts au niveau de la RDC pour que ça se concrétise. Et il y a aussi des efforts qui se font au niveau international. Nous sommes confiants que nous pourrons nous impliquer les uns les autres. Mais la CENI, de toute façon, elle est déterminée d'organiser les élections. La promotion de l'intégrité électorale, l'apport des citoyens congolais, leur implication et différents cadres de concertation, autant d'attentes formulées par la CENI. 2 membres du gouvernement étaient aujourd'hui devant les députés défendre le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Une fois votée et promulguée, cette loi permettra de corriger les équilibres budgétaires entre les provinces. La présence de ces 2 ministres à la plénière de ce vendredi, celui de l'Intérieur, s'était fondée. Ces derniers devaient présenter le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation qui était à l'ordre du jour de cette plénière. C'est une loi très importante, elle va permettre de vivre effectivement les effets de la décentralisation. Comme vous l'avez suivi, c'est une caisse qui permettra de corriger les déséquilibres, on a bien voulu appeler les injustices. Et c'est une caisse qui va davantage rapprocher et soutenir l'élan de solidarité nationale. Lors du débat général, plusieurs députés ont émis leurs préoccupations, notamment celle-ci. La loi telle qu'elle nous a été présentée nous pose quelques problèmes. Le premier problème, c'est qu'apparemment, on nous parle du financement de la décentralisation. Ce n'est pas le cas. C'est le financement des investissements. Mon niveau de responsabilité en termes de tutelle monte au Premier ministre, chef des gouvernements. Au minimum, il peut déléguer le pouvoir au ministre des Finances ou des Budgets, entre les deux. En tout cas pas au ministre de la décentralisation. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que le Parlement doit être impliqué en amont dans la décision d'allocation des ressources, les 10% en question. Parce que le Parlement permet un contrôle démocratique. Et je suggérais donc, d'une part, que le Parlement s'implique en amont, comme on avale dans le contrôle d'exécution du budget, c'est-à-dire de l'allocation des 10% des recettes allouées à la caisse des péréquations. Pour répondre, le ministre de l'Intérieur et celui délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances seront devant les élus du peuple. Conformité à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Un sursis de 2 semaines est fixé aux commerçants et entrepreneurs non encore en règle. La Commission nationale OHADA attend donc les retardataires du 29 septembre au 14 octobre pour qu'ils régularisent les textes leur exercice. C'est depuis le 12 décembre dernier que le délai de 2 ans accordé aux commerçants et entrepreneurs pour l'harmonisation de leur statut et l'obtention du registre de commerce et des crédits mobiliers RCCM a pris fin. Un autre délai vient d'être accordé aux commerçants et entrepreneurs retardataires qui deviennent, soit du 29 septembre au 14 octobre, régulariser leur situation. C'est ce qu'a annoncé le président de la Commission nationale OHADA. Roger Massamba appelle les retardataires à se conformer à ce mécanisme de régulation qui débute le lundi 29 septembre prochain. Un apport dans ce mécanisme, c'est la régularisation assistée, facilitée par l'État. À travers le ministère de la Justice et ses organes spécialisés, a décidé de tendre la main à ceux qui ne sont pas en règle, de leur apporter en disant présentez-vous au guichet unique ou présentez-vous auprès des greffes commerciaux en province et on vous identifie. Le guichet unique et les greffes pourraient prendre des initiatives, ensuite rechercher la décision judiciaire qui est nécessaire, qui est une pièce, qui sera désormais une pièce de votre dossier pour régulariser votre situation. Rappelons que c'est au guichet unique de création
entreprises et au greffe des tribunaux de commerce que se déroulent ces opérations. Et puisqu'on parle économie, l'entreprise financière ProCrédit Bank vient d'offrir à la RDC le premier espace de libre service bancaire. La cérémonie d'inauguration de cet espace a été présidée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui avait à ses côtés le directeur. Suivez. Le premier espace libre-service en République démocratique du Congo, c'est ce qu'a lancé ce mardi 23 septembre la ProCrédit Bank. Un moyen pour faciliter les opérations de retrait et des dépôts en mode self-banking, mais aussi les transactions online via le site web de la banque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On n'a pas seulement commencé avec les premiers distributeurs en RDC, mais on a aussi lancé les cartes Visa comme première banque. On vient maintenant de lancer un espace service libre qui permet les clients de déposer l'argent, retirer l'argent et faire les transactions bancaires, donc transfert national et transfert international, 24 heures sur 24. Ça n'a pas existé ici au Congo. Et on est fiers de notre histoire d'être un leader d'innovation ici au Congo. C'est donc une avancée à la fois organisationnelle et technologique que la Banque centrale salue, qui est très utile étant donné que le développement de notre système financier aujourd'hui doit passer entre autres par la promotion de la nouvelle technologie, les produits novateurs, susciter l'intérêt du public au service bancaire. Cette innovation vient renforcer en avant-garde le projet Switch in Banking qui facilitera une interopérabilité entre 4 banques qui travaillent ensemble. Le client d'une des banques précitées peut effectuer le retrait des 3 autres banques partenaires. Self-banking, une innovation qui vient renforcer la confiance de la ProCrédit Bank avec ses clients. Alors je pense que c'est une chose innovative au Congo et félicitations pour la ProCrédit Bank et espérons qu'il y aura beaucoup de sites qui vont s'ouvrir comme ça pour le peuple et pour que tout le monde soit content et qu'on puisse faciliter les affaires à tous. Les clients, je suis très très fier de ma banque. C'est quelque chose qu'il faut vraiment féliciter et je ne suis pas étonné de la part de la ProCrédit. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui a présidé la cérémonie d'inauguration de cet espace libre-service bancaire a en outre émis le vœu de voir toutes les autres banques présentes en RDC emboîter le pas de la ProCrédit Bank afin de renforcer le pays. Et puis, c'est une bonne nouvelle dans le secteur de sécurité. Encore 9 mois de plus pour la mission de conseil d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité dans le domaine de la défense en République démocratique du Congo. Le SEC vient de prolonger son mandat qui va courir jusqu'au 30 juin 2015, transition au cours de laquelle cette mission de la police a préparé les futurs vastes programmes européens d'appui à la réforme de la défense en République démocratique du Congo. La mission de conseil d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité reste encore en RDC. ESSEC proroge son mandat de 9 mois. Elle travaillera jusqu'au 30 juin 2015. De transition pendant laquelle la mission disposera d'un personnel réduit et s'attachera en priorité à préparer le transfert de la plupart de ses fonctions à un vaste programme européen d'appui à la réforme de la défense en RDC. ESSEC continuera son appui traditionnel au ministère de la Défense et aux forces armées de la RDC avec une équipe et des moyens financiers réduits, afin de fixer les priorités de notre coopération jusqu'au 30 juin 2015. ESSEC poursuivra pendant les 9 prochains mois ses activités en soutien du plan de réforme au niveau stratégique, ainsi que dans les domaines de la consolidation de l'administration et de la relance du système de formation militaire des cadres. Sur le plan stratégique, c'est que les autres partenaires de FARDC espèrent toujours la mise en œuvre de la réforme des FARDC et appellent les autorités civiles et militaires du pays de rassembler leurs efforts pour répondre aux souhaits du chef de l'État lors de son discours au Congrès d'octobre. Les autorités civiles et militaires de la République démocratique du Congo de rassembler leurs efforts afin de répondre aux souhaits exprimés par le président lors de son discours au Congrès, dans lequel il a insisté sur les principes directeurs de la réforme,
un recrutement de qualité, une discipline rigoureuse, une formation conforme aux standards internationaux, ainsi qu'une organisation interne efficiente et compatible avec le caractère républicain de l'armée. C'est depuis 8 ans que ESSEC RDC aide les autorités congolaises à reconstruire le week-end qui puisse garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition, à l'organe des régulations des médias, tout semble prendre une vive allure après la déchéance de l'abbé Bosco Bala qui a été destitué hier de la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication par l'Assemblée plénière. Il a vite été désigné par consensus Jean-Christophe Tito Ndombi. Les faits reprochés à M. l'abbé Jean Bosco Bala, à savoir l'usurpation des prérogatives dévolues à l'Assemblée plénière, qui est l'organe suprême et des décisions du Conseil, notamment dans l'attribution des avis de conformité aux opérateurs du secteur de l'audiovisuel, acte de nature sur le Conseil. À cet effet, après débat et délibération, l'Assemblée plénière, sur fond des articles 37 de la loi organique du Conseil et 40 du règlement intérieur, a décidé de mettre fin aux fonctions de M. l'abbé Jean Bosco Bala comme président du CESAC. Le haut conseiller Christophe Tito Ndombi a été désigné par consensus président du CESAC. Les autres membres du bureau restent en place. Il s'agit donc maintenant de cette manière, président M. Jean-Christophe Tito Ndombi, M. Alain Koï Sassiès, vice-président, Mme Chantal Kanimbo, rapporteur, M. Luemba Lumasanga, rapporteur adjoint, M. Tade Onokoko, questeur, ainsi que les présidents des communes restent en place. On va finir par le sport. C'est un week-end spécialement football dans les cadres des matchs retour des demi-finales de la 18e édition de la Ligue des champions africains de la Confédération africaine de football. L'association avec club joue demain contre le cercle sportif sphacien en Tunisie, tandis qu'à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe recevra dimanche dans son stade de Kamalondo l'entente sportive Sétif d'Algérie. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes. Merci à ceux qui nous suivent également sur notre site internet www.bone-tv.com. À demain pour l'édition du week-end. Partagez, discutez. Suivez-nous grâce au fil Facebook officiel IUN Télévision.